Ma sœur Cupide a épousé mon mari, dans l'espoir de s'emparer de sa fortune de 400 millions de dollars. Mais, à peine quelques jours plus tard, il est décédé subitement. Après les funérailles, elle s'est déclarée avec assurance l'héritière de sa richesse. Cependant, lorsque l'avocat a lu son testament, ce que nous avons découvert a choqué tout le monde. Ma sœur est restée sans voix, face à ce qu'il avait écrit. Bonjour à tous. Merci d'être ici, avec moi, aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais beaucoup savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous plonger dans cette histoire. Je m'appelle Audrey, et j'ai besoin de vous raconter une histoire. C'est une histoire que j'ai gardée en moi pendant très longtemps, et je pense qu'il est temps de la libérer. C'est une histoire de famille, de trahison, et de la façon dont la vérité peut parfois être plus compliquée, et plus douloureuse, que les mensonges qu'on nous raconte. Ce n'est pas une histoire facile à raconter. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. J'avais toujours été la fille discrète. Si ma sœur jumelle, Béatrice, était le soleil, alors j'étais la lune, visible uniquement grâce à sa lumière réfléchie. Elle était née avec un feu intérieur, une énergie éblouissante et pleine d'assurance, qui attirait tout le monde dans son orbite. Quand nous étions enfants, c'était elle qui grimpait aux arbres les plus hauts, qui menait les jeux du quartier, son rire résonnant au bout de la rue. Moi, j'étais celle sur la balancelle du porche, avec un livre, observant toujours. Nos parents, eh bien, ils gravitaient autour d'elle, eux aussi. Ils n'essayaient même pas de cacher leur favoritisme. C'était juste un fait simple et immuable de notre foyer, comme la troisième marche d'escalier qui grince, ou le robinet de la cuisine qui fuit. Béatrice était leur enfant prodige, celle dont ils se vantaient auprès des amis et de la famille. Avez-vous entendu? Béatrice a marqué le but de la victoire lors de son match de foot, s'exclamait mon père au téléphone. Béatrice est encore sur le tableau d'honneur, bien sûr, disait ma mère lors des réunions de famille, rayonnante. Chaque fois que mon nom apparaissait dans la conversation, c'était généralement comme une note de bas de page. Et Audrey va bien, elle aussi. C'est la discrète. Mes problèmes de santé, pendant l'enfance, n'aidaient pas. Pendant que Béatrice collectionnait les trophées sportifs, je collectionnais les rendez-vous médicaux. Une pneumonie un hiver, de l'asthme sévère le suivant. J'avais l'impression que mon corps était aussi silencieux et fragile, que ma personnalité. L'inquiétude de mes parents m'a toujours semblé teintée d'un léger soupir de déception, lasse et fatiguée. J'étais la jumelle inférieure, celle qui n'arrivait pas à suivre le rythme. Je me souviens si clairement de notre 8e anniversaire. C'est comme un film, que je peux rejouer dans ma tête. Nous avions notre fête commune habituelle, dans le jardin, avec un grand gâteau rectangulaire, portant nos deux noms écrits en glaçage. Celui de Béatrice en rose vif et tourbillonnant, et le mien dans un bleu plus petit, et plus soigné. Quand est venu le moment du grand cadeau, mon père a sorti celui de Béatrice en premier, un vélo Schwinn à 10 vitesses, étincelant. Il était rouge pomme d'amour, avec des pompons argentés sur le guidon, qui scintillaient au soleil. Tous les enfants ont eu le souffle coupé. Béatrice a poussé un cri de joie pure, et a sauté dessus, sa queue de cheval blonde volant derrière elle, alors qu'elle filait à toute allure sur la pelouse. L'image parfaite, d'une fille parfaite. Ensuite, ma mère est sortie de la maison, tenant mon cadeau. C'était une grande anthologie de poèmes classiques, reliés en cuir. C'était un livre magnifique, mais à ce moment-là, cela ressemblait à un prix de consolation. C'est plus à ton rythme, Audrey, avait-elle dit, en me tapotant la tête. Son sourire était gentil, mais ses mots ressemblaient à une cage. Tu peux le lire à l'intérieur, pendant que ta sœur joue. J'ai regardé mon père. Il regardait Béatrice. Son visage était illuminé par un regard de fierté pure, absolue. Quand ses yeux se sont finalement posés sur moi, tenant mon livre, son sourire était fin, presque une obligation. C'est à ce moment-là, que j'ai vraiment compris. Je n'étais pas seulement différente. À leurs yeux, j'étais une version inférieure, une copie plus effacée, plus pâle. Ce n'était pas seulement pour les anniversaires. C'était pour tout. Je me souviens du concours d'orthographe de CM1. J'avais étudié pendant des semaines, mémorisant des listes de mots, jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. J'ai gagné pour ma classe, et j'étais si fier, que je croyais que mon cœur allait exploser. J'ai couru à la maison, serrant mon petit ruban bleu. Ce même jour,
Béatrice avait participé à la compétition d'athlétisme du district. Elle est arrivée deuxième à la course de 50 mètres. Ce soir-là, à table, mon père s'est levé et a porté un toast. À Béatrice, deuxième place dans tout le district. Nous sommes si fiers de toi, championne. Ils l'ont emmené manger une glace pour fêter ça. Mon ruban bleu est resté sur le comptoir de la cuisine, ignoré. Quand je l'ai finalement fait remarquer, ma mère a juste dit « Oh, c'est bien, ma chérie, mais ce n'est qu'un concours de classe. » La phrase préférée de ma mère, celle qui est devenue la bande-son de ma jeunesse, était toujours prononcée avec une pointe d'agacement, tranchante. « Audrey, pourquoi ne peux-tu pas simplement essayer de ressembler davantage à Béatrice? Mets un sourire sur ton visage. Ta vie serait plus facile si tu le faisais. » Je l'ai entendu si souvent, que la brûlure a fini par s'estomper, pour devenir une douleur sourde et permanente. J'ai appris à vivre avec. J'ai accepté mon rôle. J'étais l'observatrice, le personnage secondaire, dans l'histoire vibrante de la vie de ma sœur. J'aimais Béatrice. Vraiment. Enfant, je la vénérais. Mais il est difficile d'aimer quelqu'un, qui est le rappel constant et vivant, de tout ce que vous n'êtes pas. Quand est venu le moment d'entrer à l'université, cela m'a semblé être une bouée de sauvetage. Béatrice, naturellement, a été acceptée dans une université prestigieuse sur la côte est, avec une bourse sportive partielle. Son départ a été un événement grandiose, avec une immense fête d'adieu, et des au revoir larmoyants. Ma propre lettre d'acceptation, dans une petite université d'État au Texas, a été accueillie par un simple « Oh, c'est bien, ma chérie ». Pour moi, l'université ne consistait pas seulement à obtenir un diplôme. C'était une tentative désespérée de trouver ma propre identité. C'était l'occasion d'aller quelque part, où personne ne connaissait mon nom, et encore moins celui de ma sœur. J'ai emballé tout ce que je possédais, dans ma Ford Escort cabossée, vieille de 10 ans. Ce n'était pas grand-chose. 2 cartons de livres, une valise de vêtements qui semblaient tous être dans des tons de gris et de beige, et un mélange tourbillonnant de terreur et d'excitation dans le ventre. Le jour de mon départ, mes parents m'ont fait un câlin rapide, expéditif. Leurs esprits étaient déjà concentrés sur le colis de soins, qu'ils préparaient pour Béatrice. Alors que je quittais l'allée, je les ai vus dans le rétroviseur, debout sur le porche, le bras de mon père autour des épaules de ma mère. Ils n'ont pas fait signe de la main. Le trajet jusqu'à Dallas fut un marathon de 16 heures, carburant au café de station-service, et aux stations de musique country grésillantes, qui apparaissaient et disparaissaient, à mesure que je franchissais les frontières des États. C'était la première fois de ma vie, que j'étais vraiment seul. Et c'était à la fois terrifiant, et totalement enivrant. Je me souviens avoir franchi la frontière du Texas, avoir vu le grand panneau « Bienvenue au Texas » et m'être garé sur le bas-côté de la route. Je suis resté là, assise dans ma voiture, le moteur cliquetant, et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement pur et absolu. J'avais réussi. J'étais libre. La recherche d'appartements fut une expérience humiliante. J'ai visité des endroits lugubres et tristes, où l'odeur de cigarettes froides était imprégnée dans les murs. J'ai finalement opté pour un 3e étage sans ascenseur, dans un immeuble bruyant, avec un ensoleillement décent, et des murs de la couleur d'un thé léger. Le propriétaire, un homme nommé Monsieur Henderson qui avait un froncement de sourcils permanent, m'a tendu les clés avec un grognement. La première nuit dans cet appartement vide, fut l'une des plus longues de ma vie. Le silence était une chose physique, me pressant de toutes parts. J'ai commandé une pizza que je n'ai pas pu manger, et je me suis simplement assise par terre, regardant les phares des voitures qui passaient peindre des rayures sur le plafond, me demandant si je n'avais pas fait une erreur terrible, irréversible. Mais ensuite, j'ai commencé mes cours pour devenir institutrice. Et lentement, minutieusement, j'ai commencé à me construire une vie à Dallas. Je n'étais plus la sœur discrète de Béatrice. J'étais juste Audrey. J'étais la fille qui avait toujours ses notes en ordre, celle sur qui on pouvait compter pour un groupe d'études. Je me suis fait quelques amis, des connexions timides au début, autour de manuels scolaires et de cafés. Et quand j'ai commencé mon stage d'enseignement, j'ai trouvé mon but. Les enfants, avec leur honnêteté désordonnée et sans filtre, se moquaient que je sois extraverti ou populaire. Ils se souciaient que je sois gentille. Ils se souciaient que je les écoute. Ils se souciaient que je puisse leur montrer la magie, de transformer les lettres sur une page, en histoire dans leur tête. Je n'oublierai jamais la première fois, où une de mes élèves,
une petite fille timide nommée Maria, m'a écrit un mot qui disait « Tu es la meilleure maîtresse ». J'ai plié ce bout de papier, et je l'ai gardé dans mon portefeuille pendant des années. C'était le premier trophée que j'ai jamais gagné. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste d'enseignante à plein temps, dans une merveilleuse école primaire, dans une banlieue calme de Dallas. La vie s'est installée dans un rythme doux et prévisible. C'était une petite vie, une vie simple, mais c'était la mienne. Et puis, Arthur est arrivé, et a transformé ma petite vie simple, en quelque chose de magnifique. Je l'ai d'abord connu sous le nom de Michael. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'une amie du travail. Elle essayait de me caser depuis des mois, et j'avais toujours poliment refusé. L'idée de sortir avec quelqu'un était terrifiante, mais elle a été persévérante. C'est un homme bien, Audrey. Discret, comme toi. Son nom était Arthur, et il était agent immobilier. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit restaurant italien du quartier, le genre avec des nappes à carreaux, et des bouteilles de Chianti comme bougeoir. J'étais si nerveuse, que j'ai renversé mon verre d'eau dans les 5 premières minutes. J'étais mortifié, mais Arthur a juste ri, un son chaleureux et facile, et m'a aidé à éponger avec une serviette. Il avait le don de vous mettre à l'aise. Il n'était pas comme les hommes bruyants et effrontés, que Béatrice fréquentait toujours. Il était calme, observateur, et il avait les yeux les plus gentils que j'ai jamais vus. Il avait cette chaleur tranquille, qui attirait les gens, sans exiger d'attention. J'ai passé la majeure partie du dîner à parler de mes élèves, à divaguer sur mes plans de cours, et sur les drames de la cour de récréation. J'étais sûr de l'ennuyer à mourir, mais il n'a jamais eu l'air de s'ennuyer. Il écoutait. Il écoutait vraiment, hochant la tête, et posant des questions réfléchies. Alors, quel livre lisez-vous avec eux, en ce moment, demandait-il. Ou, quelle est la chose la plus drôle qu'un élève ait dite cette semaine? Vers la fin de la soirée, alors que nous attendions l'addition, il m'a regardé de l'autre côté de la table, son regard si direct, qu'il a fait palpiter mon cœur. Tu sais, a-t-il dit doucement, tu parles de ces enfants avec tellement d'amour. C'est vraiment quelque chose de spécial. Il a fait une pause, puis a ajouté, tu es différente, dans le bon sens du terme. Le genre de différence qui vous marque. Ces mots ont été comme de l'eau sur une terre aride. Personne n'avait jamais qualifié ma discrétion de paisible. On l'appelait timidité, repli sur soi, associabilité. Mais Arthur y voyait une force. Il me voyait, moi. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, avant de nous marier. Notre relation était aussi calme et douce que lui. Nous faisions de longues promenades dans le parc, préparions le dîner ensemble, et passions des heures à simplement discuter. Il m'a demandé en mariage par un mardi soir pluvieux. Nous étions dans notre petit appartement douillet, blottis sur le canapé, à écouter la pluie crépiter contre la fenêtre. Il n'avait pas préparé mon repas préféré, ni planifié de grands gestes. Il s'est juste tourné vers moi, a pris ma main, et ses yeux étaient remplis d'un amour sincère et bouleversant. Audrey, a-t-il commencé, la voix un peu voilée. Je n'aurais jamais cru qu'une vie puisse être aussi paisible. Je n'aurais jamais cru que je pourrais être aussi heureux. Je ne veux pas passer un seul jour sans cela. Veux-tu m'épouser? Il a sorti une petite boîte. À l'intérieur, se trouvait une bague simple et élégante, qui était plus belle à mes yeux, que n'importe quel diamantap à accent grave-l'œil, que les petits amis de Béatrice lui avaient jamais acheté. Les larmes ont coulé sur mon visage, alors que je disais oui. C'étaient des larmes de bonheur, pures et simples. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement, et absolument, choisi. Notre vie ensemble n'était pas un conte de fées, mais c'était réel, et c'était beau. Son emploi stable et mon salaire d'enseignante ont suffi pour payer la compte d'un petit bungalow de charme, dans un quartier planté de grands chênes. Nous avons passé notre première année dans cette maison, à nous l'approprier. Nous avons peint les murs d'un jaune doux, planté un jardin dans l'arrière-cour, et écumé les marchés aux puces, à la recherche de meubles qui avaient du caractère. Arthur était étonnamment bricoleur. Je me souviens d'un samedi, où nous avons passé toute la journée à assembler une bibliothèque, riant alors que nous n'arrêtions pas de monter les étagères à l'envers. Cette bibliothèque, toute de travers qu'elle était, est devenue mon meuble préféré. Notre vie était bâtie sur de petits rituels heureux. Le petit déjeuner du samedi matin au Blue Bonnet Dîner, où la serveuse, une femme nommée Flo, nous appelait toujours les tourtereaux. Le dimanche après-midi, passer à lire côte à côte sur le canapé. Nous n'avons jamais eu d'enfants.
Après quelques années d'essai, nous avons accepté que ce n'était pas notre destinée. Et nous avons trouvé le contentement, dans notre vie à deux. Notre maison était calme, remplie de livres, de l'odeur du café d'Arthur le matin, et d'un sentiment de paix profond, et durable. Arthur était mon plus grand supporter. Il croyait en moi, plus que je ne croyais en moi-même. Quand on m'a proposé une petite promotion, pour devenir l'enseignante principale de mon niveau, j'étais terrifié par ces responsabilités supplémentaires. Arthur s'est assis avec moi pendant des heures, dressant des listes de toutes les raisons pour lesquelles j'étais qualifié, me disant à quel point il était fier de moi. Il m'a fait me sentir capable. Il m'a fait me sentir forte. Pendant ces années, mes contacts avec Béatrice étaient sporadiques. Elle était maintenant une cadre supérieure en marketing, très influente à New York, vivant une vie qui semblait à des années-lumière de la mienne. Elle m'appelait tous les quelques mois, généralement quand elle avait quelque chose de nouveau, pour s'en vanter. « Oh, Audrey, tu ne le croirais pas, disait-elle, sa voix crépitant d'énergie. Mon cabinet vient de décrocher le compte Coca-Cola. Et mon nouveau petit ami, qui est gestionnaire de fonds spéculatifs, vient de m'emmener à Paris pour le week-end. » J'écoutais, en offrant de polies félicitations. « C'est merveilleux, Béatrice. Je suis si heureuse pour toi. » Puis, je lui parlais de mon nouveau programme de lecture pour mes CP, ou des tomates que nous faisions pousser dans notre jardin. Je pouvais presque entendre ses yeux se voiler d'ennui, à travers la ligne téléphonique. « Eh bien, c'est mignon, chérie, disait-elle invariablement, son ton étant un mélange de pitié et de condescendance. Tant que tu es heureuse avec ta petite vie simple. Le fait est que, ces mots n'avaient plus le pouvoir de me blesser, parce que j'étais heureuse. Je ne vivais pas une vie qui ferait l'objet d'un article de magazine tape à accent grave-l'œil, mais c'était une vie riche d'amour, et de sens. J'avais un homme qui me chérissait, exactement pour ce que j'étais. J'avais un travail qui faisait la différence. Je n'avais pas besoin de paris, ni de gestionnaire de fonds spéculatifs. J'avais tout ce que j'avais toujours vraiment voulu, juste là, dans ce petit bungalow, avec mon Arthur, gentil et constant, à mes côtés. Pendant 10 merveilleuses années, j'ai cru que notre amour calme et simple, était invincible. Le changement, quand il est arrivé, a été comme la marée qui se retire lentement, si progressivement que l'on ne remarque pas que le rivage s'est éloigné, jusqu'à ce que l'on lève les yeux, et que l'on voit des hectares de sable nu et stérile, exposés à l'air libre. Cela a commencé aux alentours de notre 10e anniversaire de mariage. Arthur a commencé à travailler plus tard. Au début, ce n'était qu'1 heure ou 2. Gros projet au travail, disait-il, en me donnant un baiser fatigué sur la joue, avant de disparaître dans son bureau à domicile. Mais bientôt, il rentrait à la maison après que j'ai déjà dîné, bien après le coucher du soleil. L'odeur de son café n'était plus la première chose que je remarquais le matin, car il était souvent parti avant même que je ne me réveille. Notre table à manger, autrefois le centre de notre journée, où nous nous retrouvions et partagions des histoires, est devenue silencieuse. J'essayais de combler ce silence, en parlant de mes élèves, mais ses réponses devenaient plus courtes, plus distraites. Il hochait la tête et murmurait « C'est bien, chérie ». Mais ses yeux étaient distants. Son esprit était clairement ailleurs. Je me souviens d'une soirée où j'étais particulièrement excité. J'avais enfin réussi à faire lire à voix haute un élève timide et renfermé, devant toute la classe. C'était une avancée énorme. J'avais hâte de le raconter à Arthur. J'ai préparé son plat préféré, un hachis parmentier, et j'ai attendu. Il n'est rentré qu'après de 21 heures. Il est entré, a laissé tomber sa mallette près de la porte avec un bruit sourd, et a desserré sa cravate. Longue journée, a-t-il grogné, se dirigeant vers le réfrigérateur. J'ai préparé ton plat préféré, ai-je dit, en essayant de garder une voix légère. Pas faim, a-t-il dit, en attrapant une bière et en refermant la porte. Il n'a même pas regardé la table que j'avais dressée. Je suis resté là, dans la cuisine. L'histoire de mon élève mourant sur mes lèvres. Le silence qui a suivi était lourd, rempli de choses que je ne comprenais pas. L'homme aimant et attentionné que j'avais épousé, était remplacé par un fantôme, un étranger poli qui partageait ma maison, mais plus ma vie. J'ai essayé de lui parler, bien sûr, un nombre incalculable de fois. Est-ce que tout va bien au travail, Arthur ? Tu as l'air si stressé. C'est juste le travail, Audrey. Ne t'inquiète pas pour ça. Est-ce que nous allons bien, ai-je demandé un soir, ma voix toute petite, alors que nous étions au lit,
séparés par une distance glaciale d'un pied. Il s'est simplement tourné, me tournant le dos. Nous allons bien. Je suis juste fatigué. Dors. Mais nous n'allions pas bien. Un effroi glacial, un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis mon enfance, a commencé à se glisser de nouveau dans ma vie. C'était le sentiment d'être invisible, d'être un problème à gérer, plutôt qu'une personne à aimer. J'avais l'impression de le perdre, et je n'avais aucune idée de pourquoi. La nuit où tout a volé en éclats était un jeudi. L'air dans notre maison était si lourd de mots non dits, qu'il semblait difficile de respirer. Arthur avait été un fantôme toute la semaine, m'adressant à peine la parole. J'avais décidé que ce soir-là, j'exigerais une réponse. Je ne pouvais plus vivre dans ce silence étouffant. J'ai préparé le dîner, mais aucun de nous n'a beaucoup mangé. J'ai juste poussé un morceau de poulet sur mon assiette, l'estomac noué. Finalement, j'ai posé ma fourchette. Le doux cliquetis contre l'assiette en céramique a résonné comme un coup de tonnerre dans la pièce silencieuse. « Arthur, il faut qu'on parle », ai-je commencé, ma voix tremblant légèrement. Il a enfin levé les yeux de son assiette. Il a croisé mon regard, et pour la première fois depuis des mois, son regard était clair, direct, et d'une froideur absolue. Il n'y avait aucune chaleur, aucun amour, rien. C'était comme regarder un étranger. « Tu as raison », a-t-il dit, sa voix plate et dénuée de toute émotion. « Il le faut. » Il a pris une inspiration, et les 4 mots suivants ont fait exploser ma vie. Je veux le divorce. Le monde a basculé sur son axe. L'air a déserté mes poumons. Je suis sûr que j'ai dit quelque chose. Peut-être son nom. Peut-être un « quoi » étranglé. Mais je ne pouvais pas l'entendre, à cause du bourdonnement dans mes oreilles. C'était comme un rêve, un cauchemar. Ce n'était pas possible. Pas à nous. Pas à Arthur et moi. Pourquoi ai-je finalement réussi à chuchoter, le mot écorchant ma gorge à vif? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est fini, Audrey, a-t-il dit, la voix dure comme de la pierre. Il ne voulait pas me donner de raison. Il a juste répété les mots, comme une condamnation à mort. J'ai pris ma décision. Avant que je ne puisse assimiler la nouvelle, avant que je ne puisse crier, supplier, ou m'effondrer, la sonnette a retenti. Un carillon aigu et joyeux, qui était si grotesquement déplacé, qu'il ressemblait à un son provenant d'un autre univers. Je suis resté là, figé, incapable de bouger. Arthur, lui, s'est levé calmement, s'est essuyé la bouche avec sa serviette, et s'est dirigé vers la porte d'entrée. J'ai entendu la serrure tourner. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Et puis, j'ai entendu le son qui allait hanter mes cauchemars, pendant les mois à venir. Le clic-clac confiant et triomphant, de talons hauts sur notre parquet. Béatrice est entrée d'un pas assuré dans notre salle à manger. Elle était une véritable vision, dans une robe rouge élégante, à l'allure très chère. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage était parfait, et un large sourire prédateur était plaqué sur son visage. Elle s'est dirigée droit vers Arthur, mon mari, et a glissé son bras sous le sien, comme si elle était à sa place. Il ne s'est pas dégagé. Il est juste resté là, comme une statue, le visage tel un masque vide. Béatrice m'a regardé, ses yeux balayant mes vêtements simples, mon visage stupéfait et strié de larmes. Son sourire s'est élargi, une balafre de rouge à lèvres cruelle et satisfaite. Arthur et moi allons nous marier, a-t-elle annoncé, la voix dégoulinante d'une satisfaction suffisante, qui m'a retourné l'estomac. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je me suis agrippé au bord de la table à manger, pour ne pas m'effondrer. Ma sœur, mon mari, les 2 piliers centraux de ma vie, conspirant ensemble pour me détruire. J'ai regardé le visage radieux de Béatrice, puis le visage vide d'Arthur, cherchant le moindre signe indiquant qu'il s'agissait d'une plaisanterie morbide, d'une terrible erreur. Il n'y avait rien. Puis, Béatrice a repris la parole, sa voix comme un doux poison, remuant le couteau dans la plaie. Ce n'est pas une blague, Émilie. Tu as toujours vécu dans mon ombre. Je pense qu'il est temps que tu y restes pour de bon. Les semaines qui ont suivi sont un souvenir gris et brumeux. J'avais l'impression de regarder ma vie arriver à quelqu'un d'autre, depuis une grande distance. La procédure de divorce fut d'une efficacité brutale. Arthur voulait que ce soit fait rapidement, et je n'avais pas la volonté de me battre. Une épaisse enveloppe Kraft est arrivée par coursier dès le lendemain, contenant les papiers du divorce. Son avocat, un homme avec une voix froide et impersonnelle au téléphone,
m'a expliqué les termes de l'accord. C'était généreux. Il me donnait la majorité de nos économies, plus de la moitié. À l'époque, j'ai pensé que c'était l'argent de la culpabilité. J'ai signé tout ce qu'il a mis devant moi, ma main bougeant comme un automate. Je voulais juste que ce soit fini. Le plus dur a été de quitter notre maison. Chaque objet était une mine terrestre de souvenirs. En emballant mes livres, j'ai trouvé un vieux reçu effacé, qu'il avait utilisé comme marque-page, lors de notre dîner de premier anniversaire. Dans le placard, j'ai trouvé son vieux sweatshirt doux, que je portais toujours pour les dimanches paresseux. Chaque objet était un nouveau coup de poignard de trahison. J'ai engagé des déménageurs, parce que je ne supportais pas de revoir Arthur. J'ai laissé la clé de la maison sur le comptoir de la cuisine, et j'ai franchi la porte sans me retourner, laissant 10 ans de ma vie derrière moi. J'ai trouvé un petit appartement sans âme, dans un grand complexe anonyme, à l'autre bout de la ville. Pendant le premier mois, les cartons de déménagement sont restés une forteresse scellée, dans mon salon. Je ne pouvais pas me résoudre à déballer les restes d'une vie, qui n'existait plus. Je me suis fait porter pâle au travail, disant au directeur de l'école que j'avais la grippe. La vérité, c'est que je ne pouvais pas affronter les regards compatissants et interrogateurs de mes collègues, et je ne pouvais certainement pas affronter les visages innocents et joyeux de mes élèves. La plupart du temps, je m'asseyais simplement sur le canapé, qui était encore enveloppé de plastique par les déménageurs, et je fixais le mur beige. Je ne regardais pas la télévision. Je ne lisais pas. Je restais juste assise. Le téléphone sonnait, des amis du travail, comme ma chère amie Carole, appelant pour prendre de mes nouvelles. Je regardais son nom clignoter sur l'écran, et je laissais aller sur la messagerie vocale. Audrey, chérie, c'est Carole. J'appelle juste pour savoir comment tu vas. Nous sommes tous inquiets pour toi. S'il te plaît, rappelle-moi. Je ne pouvais pas. Que dirais-je ? Comment expliquer une trahison si profonde, qu'elle vous donne l'impression de vous avoir vidé de l'intérieur ? Pendant ce temps, Béatrice paradait en célébrant sa victoire. Une amie, pensant bien faire, m'a envoyé une capture d'écran des réseaux sociaux de Béatrice. C'était une photo d'elle et d'Arthur, trinquant avec des coupes de champagne, sur un balcon surplombant l'océan. La légende disait, enfin, avec ma véritable âme sœur. J'ai vomi après avoir vu ça. J'ai désactivé tous mes comptes ce jour-là. Je ne pouvais pas le supporter. Chaque photo souriante, chaque publication de célébration, était un témoignage public de mon échec, de mon effacement. J'avais été si facilement, et si joyeusement, remplacé. Environ un mois après le début de mon exil volontaire, j'ai fini par manquer de nourriture, et j'ai été obligé de m'aventurer jusqu'à l'épicerie. Je devais être belle à voir. Le teint pâle, les cheveux en bataille, portant le même pantalon de jogging que j'avais sur moi depuis 3 jours. Alors que je cherchais maladroitement mes clés, pour rentrer dans mon immeuble, une élégante Mercedes noire s'est arrêtée sur le trottoir. Mon cœur s'est arrêté. C'était la voiture de Béatrice. Elle en est sortie, ayant l'air de sortir tout droit d'un magazine. Elle portait un tailleur pantalon couleur crème, qui coûtait probablement plus cher que mon loyer, ses cheveux blonds accrochant le soleil de l'après-midi. Elle m'a vu, et son visage s'est fendu d'un grand sourire faux. Audrey, a-t-elle lancé, sa voix d'un enjouement et d'une clarté déconcertant, comme si elle n'avait rien fait de mal. Comment vas-tu ? Je suis resté là, serrant mon unique sac de courses, du lait, du pain, une boîte de soupe. Je me sentais petite et pathétique, sous son regard soigné. Que veux-tu, Béatrice, ai-je demandé, ma voix éraillée par le manque d'utilisation. Elle a marché vers moi, ses talons claquant à un rythme arrogant sur le trottoir. Elle s'est arrêtée à quelques pas, son sourire toujours parfaitement en place. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, petite sotte, a-t-elle dit, son ton dégoulinant d'une fausse inquiétude. Ça doit être si dur pour toi. Je veux que tu saches, que je suis là pour toi si tu as besoin de quoi que ce soit. L'audace de la chose, le culot pur et époustouflant, c'était tellement insultant, tellement profondément cruel, que quelque chose s'est brisé en moi. Le brouillard de la dépression engourdie a commencé à se dissiper, remplacé par une colère brûlante, chauffée à blanc. Tu es là pour moi, ai-je dit, ma voix basse et tremblante d'une rage que je ne me connaissais pas, tu te tiens là, dans ton costume hors de prix, après avoir fait exploser ma vie, et tu fais semblant d'être inquiète. Son sourire s'est crispé sur les bords. Non, Audrey, ne sois pas dramatique. Dramatique ?
J'ai presque ri. C'était un son brut et laid. Ce qui compte, Béatrice, c'est que tu m'as trahi. Tu as trahi ta propre sœur. Tu as pris mon mari, ma maison, ma vie, et maintenant, tu as l'audace de te tenir ici, et de m'offrir ta pitié. Sors d'ici. Éloigne-toi de moi. Pour la première fois, son masque est tombé complètement. La fausse sympathie a disparu, et ses yeux se sont transformés en de froids et durs éclats de glace. La vraie Béatrice s'affichait enfin. Très bien, a-t-elle sifflé, sa voix abandonnant ses douces simagrées. Fais la martyre. Vautre-toi dans ta petite vie misérable. Mais n'espère pas un seul instant, que je me sente désolé pour toi. Elle a fait un pas de plus, sa voix devenant un murmure venimeux. Tu as toujours été faible, Audrey. Tu es fragile. C'est pour ça que les gens te quittent. C'est pour ça qu'Arthur m'a choisi. Il voulait une femme forte, pas un petit oiseau brisé. Elle a tourné les talons, et est retournée à sa voiture, me laissant planter là sur le trottoir, ses mots flottant dans l'air comme un gaz toxique. Faible, fragile, les vieilles insultes, les vieilles étiquettes. Mais cette fois, elles ne m'ont pas donné envie de pleurer. Elles m'ont donné envie de me battre. La cruauté de Béatrice a été l'étincelle improbable, qui a allumé un feu en moi. M'allonger sur mon canapé, vaincu, était précisément ce qu'elle voulait. C'était ce que mes parents avaient toujours attendu. C'était le rôle dans lequel on m'avait coulé, toute ma vie. Et à ce moment-là, debout devant mon triste petit appartement, j'ai décidé que j'avais fini de jouer ce rôle. Le lundi suivant, j'ai pris une douche, j'ai mis ma plus belle robe de travail, et je suis retourné à l'école. Marcher dans le couloir, c'était comme marcher sur une corde raide. Je pouvais sentir les regards, entendre les chuchotements s'arrêter à mon passage. Mon amie Carole s'est précipitée à mes côtés, son visage étant un mélange de soulagement et d'inquiétude. Audrey. Oh, Dieu merci. Est-ce que ça va? Je lui ai juste fait un petit sourire serré. Ça va aller, ai-je dit, et pour la première fois, j'y ai presque cru. Cette semaine-là, j'ai passé le coup de fil. J'ai trouvé une thérapeute, une femme nommée Dr Evans. Ma première séance a été l'une des heures les plus difficiles de ma vie. Je me suis assise sur son canapé en peluche, triturant un mouchoir dans mes mains, et pendant les 20 premières minutes, je n'ai pas pu parler. Puis, le barrage a cédé. Je lui ai tout raconté, sur le fait d'être la jumelle de l'ombre, sur mes parents, sur l'amour tranquille d'Arthur et sa trahison choquante, sur le sourire triomphant de Béatrice. J'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes. Le docteur Evans a simplement écouté patiemment, et quand j'ai eu fini, elle a dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Audrey, vous portez le poids des définitions que les autres font de vous, depuis très longtemps. Il est peut-être temps d'écrire la vôtre. Ce n'était pas une solution magique, mais c'était un début. J'ai continué à y aller. Nous avons commencé le travail lent et douloureux, de démêler les nœuds de mon passé. Un soir, j'ai vu un prospectus à la bibliothèque locale, pour un club de lecture communautaire. L'ancienne moi, la Audrey faible et fragile, l'aurait froissé. Mais la nouvelle moi, celle qui était fatiguée d'avoir peur, l'a pris en photo avec son téléphone. Le mardi suivant, je suis entré dans cette salle de réunion de la bibliothèque. Mon cœur battait la chamade. Je me suis assise sur une chaise dans le coin, avec l'intention de simplement écouter. Le livre était un de ceux que j'avais aimés, et alors que les autres femmes commençaient à en discuter, je me suis surprise à ne pas être d'accord avec l'un de leurs arguments. Avant de pouvoir m'en empêcher, j'ai pris la parole. En fait, je voyais la motivation de ce personnage un peu différemment, ai-je dit, ma voix n'étant qu'un murmure. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai expliqué mon point de vue, m'attendant à ce qu'elle le rejette. Mais au lieu de cela, une femme de l'autre côté de la table a souri. C'est une interprétation vraiment intéressante. Je n'y avais pas pensé de cette façon. C'était une petite chose, une minuscule victoire, mais cela m'a semblé monumental. Je me faisais de nouvelles amies. Je trouvais ma voie. Je me reconstruisais, lentement, minutieusement, non pas sur les fondations de l'amour d'Arthur, ou de l'approbation de ma famille, mais sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartenait entièrement. 3 mois ont passé. Ma vie a trouvé un nouveau rythme, calme. C'était une stabilité fragile, mais c'était la mienne. J'enseignais, j'allais en thérapie, j'assistais à mon club de lecture.
Je recommençais à faire des nuits complètes. La douleur était toujours là, une douleur sourde et constante dans ma poitrine, mais elle ne me consumait plus. Je survivais. Puis, par un mardi après-midi ordinaire, tout a été bouleversé une fois de plus. J'étais dans ma classe, après la dernière sonnerie, en train de ranger, quand mon téléphone portable a sonné. C'était un numéro inconnu, avec un indicatif local. J'ai failli laisser aller sur la messagerie, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô? Pourrais-je parler à mademoiselle Audrey Carter? La voix était celle d'un homme, professionnel, et sombre. C'est elle-même, ai-je dit, une lueur de malaise s'agitant en moi. Mademoiselle Carter, je m'appelle David Allen. Je suis avocat au sein du cabinet Allen et Associés. Je m'excuse pour cet appel imprévu. Je vous appelle aujourd'hui, au sujet de votre ex-mari, Arthur Jensen. Mon sang s'est glacé. Je me suis enfoncé dans ma chaise de bureau. Pourquoi l'avocat d'Arthur m'appellerait-il? Est-ce que tout va bien, ai-je demandé, ma voix soudainement tendue. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, le genre de silence lourd qui précède les mauvaises nouvelles. Mademoiselle Carter, a dit l'avocat, sa voix douce mais ferme. J'ai le regret de vous informer que monsieur Jensen est décédé subitement la nuit dernière. La classe autour de moi a semblé se déformer et s'estomper. Les affiches colorées sur le mur sont devenues floues. Décédé. Arthur. Ça n'avait aucun sens. Il était jeune, en bonne santé. Quoi? J'ai soufflé le mot, un simple souffle d'air. Comment? Que s'est-il passé? Une maladie cardiaque, m'a-t-on dit, a-t-il expliqué. Ce fut très soudain. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Mon esprit était une tempête chaotique, d'incrédulité et de confusion. Perte. Il n'était plus à moi pour que je le perde. Mais la nouvelle m'a frappé avec la force d'un coup physique. Arthur était parti. Pourquoi? Pourquoi m'appelez-vous, ai-je bafouillé. Monsieur Jensen a mis à jour son testament il y a quelques mois, peu de temps après la finalisation de votre divorce, a déclaré monsieur Allen. Il m'a laissé des instructions très précises, pour vous contacter directement en cas de décès. Il y a des questions juridiques à discuter. Mais plus important encore, il a laissé une lettre. Une lettre dont il voulait être absolument certain qu'elle vous parvienne. Une lettre pour moi? Après tout ce temps, après tout ce silence et cette cruauté, il m'avait laissé une lettre. Je vois, ai-je dit, ma voix étant un écho creux d'elle-même. Quand puis-je venir? Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain matin. J'ai raccroché le téléphone, et je suis resté assise là, dans ma classe vide. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les stores, projetant de longues ombres sur le sol. Arthur était mort, et il avait une dernière chose à me dire. Le lendemain matin m'a semblé surréaliste. Le trajet jusqu'au bureau de l'avocat, en centre-ville, a été flou. Je me souviens de la circulation urbaine, des klaxons, des gens qui se pressaient sur les trottoirs, tout cela me donnant l'impression de faire partie d'un autre monde, un monde qui était encore normal. Les bureaux d'Allen et Associés se trouvaient au 25e étage d'un gratte-ciel de verre étincelant. C'était le genre d'endroit qui sentait l'argent, et le bois poli. Je me suis assise dans un fauteuil en cuir moelleux dans la salle d'attente, mes mains jointes si fermement sur mes genoux, que mes jointures en étaient blanches. J'ai regardé à travers la baie vitrée la ville tentaculaire en contrebas, me sentant petite, et totalement terrifiée. Qu'avait-il bien pu m'écrire? Des excuses? Une explication? Un dernier coup de couteau cruel? Après ce qui m'a semblé être une éternité, un homme au visage aimable, d'une 60aine d'années, avec des cheveux argentés et un comportement doux, est venu m'accueillir. C'était David Allen. Mademoiselle Carter, merci d'être venue avec un préavis aussi court, a-t-il dit en me serrant la main. Sa poigne était ferme, et rassurante. Il m'a conduite dans son bureau d'angle. Des bibliothèques tapissaient les murs du sol au plafond. Il m'a fait signe de m'asseoir, dans l'un des deux fauteuils face à son grand bureau en acajou, bien rangé. Je vous en prie, a-t-il dit en s'asseyant lui-même. Je sais que c'est un moment difficile. Mon cœur tambourinait contre mes côtes, comme un oiseau pris au piège. Il a brassé une petite pile de papier sur son bureau, le bruit crépitant dans la pièce, par ailleurs silencieuse. Comme je l'ai mentionné, a-t-il commencé, la voix douce, Arthur a apporté des modifications très précises à son testament.
Nous pourrons passer en revue les détails juridiques et financiers de l'héritage d'ici peu, mais il était catégorique sur une chose avant tout le reste. Il a plongé la main dans un tiroir, et a sorti une simple enveloppe blanche. Il l'a fait glisser sur la surface polie du bureau, jusqu'à ce qu'elle s'arrête directement devant moi. Mon nom, Audrey, était écrit sur le devant. C'était l'écriture d'Arthur. Soignée, familière, la même écriture qui avait rempli les cartes d'anniversaire, et les mots d'amour, qu'il m'avait donnés pendant plus d'une décennie. Il a insisté pour que vous receviez ceci, avant que quoi que ce soit d'autre ne soit discuté, a déclaré Monsieur Allen. Sa dernière lettre pour vous. S'il vous plaît, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je l'ai simplement fixé. L'enveloppe semblait palpiter d'une vie qui lui était propre. Mes mains ont tremblé, alors que je tendais le bras pour la prendre. Le papier m'a semblé frais et lourd dans ma main. Pendant un moment, je n'ai pas pu me résoudre à l'ouvrir. J'étais terrifié par ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je savais que je le devais. Je devais savoir. Lentement, avec des doigts tremblants, j'ai déchiré le sceau, et j'ai déplié la seule feuille de papier qui s'y trouvait. Les mots étaient écrits de la main familière d'Arthur, bien que les lettres aient semblé un peu plus tremblantes que dans mon souvenir. J'ai pris une profonde inspiration frissonnante, et j'ai commencé à lire. Chère Émilie, si tu lis ceci, cela signifie que mon temps est écoulé. Il y a un millier de choses que je veux dire, un millier d'excuses que je te dois, mais je n'ai pas le temps pour un millier. Je n'ai le temps que pour la vérité. Alors, je vais commencer par la chose la plus importante. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je sais que ce que j'ai fait semble monstrueux, impardonnable, mais j'ai besoin que tu me croies, quand je te dis, que chaque chose cruelle que j'ai faite, chaque mensonge que j'ai raconté. Je l'ai fait pour te protéger. J'ai dû m'arrêter, et relire cette ligne. Me protéger? Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Me protéger de quoi? J'ai forcé mes yeux brouillés à se concentrer de nouveau sur la page. Il y a 6 mois, je suis allé chez le médecin pour ce que je pensais être juste des brûlures d'estomac persistantes. Ce n'était pas ça. C'était mon cœur. On m'a diagnostiqué une cardiomyopathie, une maladie en phase terminale. Les médecins ont été francs. Ils m'ont donné 1 an. Peut-être moins si je n'avais pas de chance. Mon monde s'est effondré dans cette petite salle d'examen stérile. Ma première pensée, ma seule pensée, a été pour toi. Comment pourrais-je te quitter? Comment pourrais-je t'imposer le fardeau, de me voir m'affaiblir de plus en plus? Mais ensuite, une pensée plus pratique, et plus terrifiante, m'a frappé. Que t'arriverait-il après mon départ? Surtout avec Béatrice dans le paysage. À peu près à la même époque, l'avocat de la succession de mon défunt oncle m'a enfin contacté. Béatrice bourdonnait d'excitation autour de cet héritage depuis des mois, depuis qu'il était décédé. Elle s'imaginait que c'était une vaste fortune. Au début, j'ai espéré qu'elle ait raison. Que ce serait une bénédiction, qui pourrait assurer ton avenir. Mais, c'était une malédiction. La succession n'était pas une fortune. C'était un piège. Elle était embourbée dans plus de 2 millions de dollars de dettes, et de passifs cachés. Béatrice, bien sûr, ne le savait pas. Elle n'a entendu que le mot succession, et sa cupidité a pris le dessus. Elle l'a vu comme son ticket d'or. Le papier a crissé dans ma poigne qui se resserrait. Un sanglot s'est échappé de mes lèvres. Et c'est là que j'ai vu la seule issue. Une issue terrible, horrible, mais la seule à laquelle je pouvais penser pour te sauver. Je devais lui donner envie d'avoir cette dette. Je devais lui donner envie de m'avoir, moi. Je devais te repousser, Audrey. Je devais te briser le cœur. Pour sauver ton avenir. Ce fut la chose la plus difficile, et la plus ignoble, que j'ai jamais faite. Chaque mot froid. Chaque soir où je rentrais tard. Chaque fois que je voyais la douleur dans tes yeux, et que je ne faisais rien. C'était comme un coup de poignard dans mes propres entrailles. La nuit où j'ai demandé le divorce, la nuit où elle s'est tenue là, dans notre maison. Je n'ai jamais ressenti un tel dégoût de moi-même. Mais, je devais aller jusqu'au bout. J'avais besoin qu'elle soit légalement liée à moi, et à ma succession maudite, quand je ne serai plus là. Et j'avais besoin que tu en sois légalement, et complètement, libéré. Je t'ai laissé ma police d'assurance vie personnelle, et mon épargne retraite, 401K.
Ce n'est pas une fortune. Mais c'est de l'argent propre. C'est à toi. Cela devrait suffire à t'aider à recommencer. Un vrai nouveau départ, sans sa toxicité, ou sa ruine financière, n'importe où près de toi. Tu mérites une vie de paix, mon Audrey. Une vie libérée de tout cela. S'il te plaît, essaie de me pardonner. S'il te plaît, sache que, dans ma façon brisée et terrible, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seule seconde. Sois forte, Audrey. Tu es bien plus forte que tu ne le sauras jamais. Avec tout mon amour, pour toujours, Arthur. J'ai terminé la lettre, et le monde s'est simplement effondré. Je ne pouvais plus respirer. Un son brut et blessé, s'est arraché de ma gorge. La lettre est tombée de mes doigts engourdis, sur le bureau. Tout était un mensonge. La froideur, la liaison, la trahison, tout cela n'était qu'un acte d'amour désespéré, tragique et désintéressé. Il ne m'avait pas quitté. Il m'avait sauvé. Il avait sacrifié son nom, son honneur, et mon amour pour lui, juste pour me protéger. Je suis restée là, assise, dans ce bureau silencieux, très haut au-dessus de la ville. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour l'homme que j'avais perdu 2 fois. Une fois à cause d'un mensonge, et maintenant pour toujours, à cause de la vérité. Et, en ce moment même, en vous racontant cela, en partageant cette vérité impossible, je dois faire une pause. C'est une blessure qui fait encore mal. Elle semble aussi à vif aujourd'hui, qu'elle l'était dans ce bureau. Si vous écoutez toujours, si vous êtes encore là avec moi, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo, et en commentant le chiffre 1 ci-dessous. Cela me permet de savoir que vous m'avez donné un j'aime, et m'indique que vous êtes avec moi, dans ce voyage incroyablement douloureux. Votre soutien est un énorme encouragement, et très sincèrement, il me réconforte. S'il vous plaît, commentez le chiffre 1, et écoutez ensuite le reste de mon histoire. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré dans le bureau de Monsieur Allen. Il a été un parfait gentleman, poussant doucement une boîte de mouchoirs sur le bureau, et sortant pour m'apporter un verre d'eau. Quand j'ai enfin retrouvé mon calme, il m'a expliqué les aspects juridiques avec douceur. Tout ce qu'Arthur avait écrit était vrai. L'accord de divorce avait été structuré, de manière à me donner tous nos actifs liquides, tout en me coupant légalement de ses futurs avoirs ou dettes. La dette de 2 millions de dollars était désormais légalement liée à sa succession. Et la seule bénéficiaire et fiancée, la femme qu'il avait revendiquée publiquement, était Béatrice. Il lui avait construit une magnifique cage dorée, et elle y avait volé tout droit. Les funérailles ont eu lieu quelques jours plus tard. J'y suis allé, mais je me suis assise sur le tout dernier banc, caché derrière un grand pilier en marbre. J'ai vu Béatrice au premier rang, vêtue d'une robe noire chic et chère, un voile délicat couvrant son visage. Elle était l'image même de la fiancée en deuil. Elle s'épongeait les yeux avec un mouchoir, s'appuyant sur le bras de l'un de ses amis fortunés. Elle n'en avait aucune idée. Elle pleurait l'homme qui, pensait-elle, avait fait d'elle une multimillionnaire, totalement ignorante du fait qu'il venait, en réalité, de la rendre responsable d'une montagne de dettes. En regardant sa performance, je n'ai ressenti ni colère, ni même de la tristesse. Pour la première fois de ma vie, en ce qui concernait Béatrice, je n'ai rien ressenti d'autre qu'une profonde et vile pitié. Elle avait passé sa vie entière à chasser des choses brillantes et impressionnantes, l'argent, le statut, les maris des autres, et tout cela l'avait conduite à ceci, une place au premier rang face à un mensonge. La lettre d'Arthur m'avait fait un cadeau étrange, et doux amer. Elle avait recadré toute ma vie. Je n'étais pas la femme faible qui avait été abandonnée. J'étais celle qui avait été protégée. J'étais celle qui avait été aimée. L'argent de l'assurance vie et du fonds de retraite d'Arthur, son véritable héritage pour moi, est apparu sur mon compte bancaire quelques semaines plus tard. Fixer le chiffre sur l'écran semblait surréaliste. Ce n'était pas un gain de loterie. C'était le prix de son cœur brisé, et du mien. Mais je savais ce que je devais en faire. Je devais honorer son sacrifice. Je devais vivre, et bien vivre. Ma première action a été de commencer à chercher une maison. Mon petit appartement avait rempli son rôle de bunker. Mais maintenant, j'avais besoin d'un foyer. J'ai trouvé un petit bungalow, dans une rue calme et bordée d'arbres, très semblable à celui qu'Arthur et moi avions partagé, mais celui-ci était plus petit, plus douillet. Il y avait un grand jardin à l'arrière, parfait pour un potager. J'ai fait une offre, et elle a été acceptée.
C'est à peu près à ce moment-là que les appels de Béatrice ont commencé. J'ai manqué le premier. Elle a laissé un message vocal sec et agacé. Audrey, c'est moi. L'avocat de la succession est très confus. Rappelle-moi. Je l'ai ignoré. Quelques jours plus tard, un autre appel. Un autre message vocal. Celui-ci plus tendu. Audrey, où es-tu? Il parle de créanciers, de saisie. C'est ridicule. Arthur était riche. Appelle-moi. Puis les textos ont commencé. Un barrage frénétique de messages. Ils disent que la succession est insolvable. Ça doit être une sorte d'erreur. Tu dois savoir quelque chose. Finalement, un après-midi, alors que je préparais des cartons dans mon appartement, pour le déménagement vers ma nouvelle maison, un email de sa part est arrivé. L'objet était juste mon nom, Audrey. Le message était court, nous devons parler. Appelle-moi. Je suis ta sœur. J'ai fixé l'email pendant un long moment. Je suis ta sœur. La phrase qu'elle avait utilisée toute ma vie, pour exiger ma soumission, mon silence, ma déférence. L'ancienne Audrey aurait ressenti un pincement de culpabilité. L'ancienne Audrey l'aurait rappelé, aurait essayé d'aider, aurait essayé de réparer. Mais l'ancienne Audrey n'était plus là. Le dernier cadeau d'Arthur pour moi, ce n'était pas seulement l'argent. C'était la vérité. Il m'avait montré, de la manière la plus douloureuse qui soit, qui était vraiment ma sœur. D'une main ferme, j'ai déplacé mon curseur sur l'email. Je l'ai glissé vers l'icône de la corbeille. Et puis, j'ai vidé la corbeille. Le dernier lien était coupé. Son chaos lui appartenait. Il n'avait plus rien à voir avec moi. Cela fait 1 an maintenant, depuis ce jour dans le bureau de l'avocat. J'écris ceci depuis la véranda de ma nouvelle maison. Mon potager est florissant. J'ai des rangées de tomates, de courgettes, et plus de roses que je ne sais qu'en faire. Mes mains sont généralement couvertes de terre, et je n'ai jamais été aussi heureuse. J'enseigne toujours. Mes élèves sont toujours la partie la plus lumineuse de ma journée. Je vais toujours à mon club de lecture le mardi, et les femmes qui s'y trouvent, sont devenues ma famille. Mon amie Carole vient dîner tous les vendredis. Nous buvons du vin, et parlons pendant des heures. Ma vie est calme. Elle est simple, et elle est entièrement, et merveilleusement, la mienne. Je ne suis plus la même femme qu'avant. La douleur du passé m'a changé. Elle a creusé de nouvelles rides sur mon visage, mais elle a aussi gravé une nouvelle force dans mon âme. J'ai commencé à faire des choses qui auraient terrifié l'ancienne Audrey. J'ai rejoint un groupe de randonnée, et le mois dernier, je me suis tenu au sommet d'une montagne, et j'ai regardé le monde, me sentant glorieusement, et magnifiquement, petite et puissante à la fois. La lettre d'Arthur reste avec moi, rangée dans une petite boîte en bois, dans mon placard. C'est un rappel de la complexité de l'amour et du sacrifice, de la façon dont les gens peuvent à la fois nous blesser, et nous guérir. Et bien que je lutte encore avec la douleur de sa trahison, je ressens également une profonde gratitude, pour la chance qu'il m'a donnée, de récupérer ma vie. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Béatrice. Après avoir coupé les ponts, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Je ne peux que supposer qu'elle fait face aux conséquences de ses propres choix. Parfois, je me demande si elle a jamais appris la vérité. Mais la plupart du temps, je ne pense pas du tout à elle. Pour la première fois de ma vie, je ne regarde pas par-dessus mon épaule, pour voir l'ombre de quelqu'un d'autre. Je regarde droit devant moi, face au soleil, et je ressens quelque chose que je croyais avoir perdu pour toujours. L'espoir. Un espoir silencieux, constant, et résilient, pour l'avenir. Mon avenir. Une histoire où je suis enfin celle qui tient le stylo. Merci. Merci d'avoir écouté mon histoire. Cela signifie plus que vous ne le savez. Si une partie de cela a résonné en vous, si vous avez déjà eu l'impression de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez vos réflexions ci-dessous. Votre gentillesse, et vos histoires, nous aident tous à nous sentir un peu moins seuls. Merci d'être là.